domaine-là. Alors maintenant, donc, je vais donner la parole à Julia Mariani. Donc, Julia Mariani est praticien hospitalier. Maruani, c'est pas grave. Comment je me suis trompée? Non, c'est Maruani, c'est un petit détail. Maruani. Parce que j'ai dit Marie. C'est pas grave. Excuse-moi, j'ai écrit Maruani. Pardon. Qui est donc médecin hospitalier, praticien hospitalier au centre Chronos. Elle est psychiatre et somnologue. Et ce centre Chronos, qui justement est un centre de prise en charge et d'enregistrement du sommeil dans un service de psychiatrie pour des patients psychiatriques, eh bien, elle l'a créé avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Voilà. Donc, merci Merci à d'être vous. venu pour nous parler donc quand somnolence et dépression se croisent. Tout à fait. Alors, je vais vous faire des petits rappels sur la dépression et sur les troubles dépressifs, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas qu'un profil de dépression. Donc déjà, les troubles dépressifs, c'est des pathologies qui sont très fréquentes, qui touchent une personne sur 5 dans la population générale. Et ce sont des pathologies très sévères, puisque l'OMS projette qu'en 2030, ça soit la première cause de handicap. Ce sont des pathologies associées à un taux élevé de suicide. Donc, 20% des patients qui font une dépression vont faire une tentative de suicide. Donc, c'est 30 fois plus que la population générale. Et aujourd'hui, il existe une efficacité modérée des antidépresseurs. On sait que 50 à 60% des patients sont non répondeurs. Merci. Et donc, la difficulté de la prise en charge des patients résulte probablement qu'il existe une hétérogénéité phénotypique de la dépression, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs profils de dépression. Il existe des dépressions avec des caractéristiques saisonnières, c'est-à-dire qui arrivent juste l'automne-hiver ou même au printemps-été, des dépressions avec des symptômes psychotiques, des dépressions avec des idées suicidaires, d'autres sans idées suicidaires, certaines avec insomnie, d'autres avec hypersomnie, certaines qui commencent dans le postpartum, donc juste après la naissance d'un enfant, certaines en lien avec le travail. Et donc, il y a une grande hétérogénéité phénotypique malgré des critères diagnostiques DSM-5 qu'on utilise tous en tant que psychiatre, qui peut expliquer cette variabilité de réponse thérapeutique. Et aujourd'hui, on essaye d'identifier des biomarqueurs pour aider à mieux diagnostiquer les différents profils de dépression. Mais aujourd'hui, on n'en a aucun qu'on a pu identifier et utiliser en pratique clinique pour améliorer le diagnostic précis de la dépression. Et donc, il est urgent qu'on essaye de mieux diagnostiquer nos différents profils de dépression pour mieux en comprendre la physiopathologie, mais aussi la réponse au traitement et l'évolution, le pronostic de ces différents profils de dépression. Alors, les troubles du sommeil, on sait maintenant que ce sont des dimensions centrales dans les dépressions. Il y a 85% des patients qui ont une dépression qui souffrent d'insomnie, 48% d'hypersomnie, c'est-à-dire de durée de sommeil allongée, et 90% de patients qui ont une dépression qui font des cauchemars. Donc ça varie aussi avec le profil clinique de la dépression, mais les patients qui font des dépressions sévères, qu'on dit mélancoliques, chez eux, il y a 90% de cauchemars. J'ai du mal à avancer. Merci. Alors maintenant, on sait aussi que les troubles du sommeil font partie des critères diagnostiques de la dépression. L'insomnie et l'hypersomnie, qui sont présents presque tous les jours, font partie des critères diagnostiques de la dépression. Je veux bien qu'on avance, du coup. Je suis en difficulté. Ce sont des symptômes qui sont aussi bien présents en phase aiguë de la maladie qu'en phase de rémission. Et ils ont pu être mesurés aussi bien cliniquement en demandant simplement aux patients est-ce que vous avez des plaintes de sommeil? Donc oui, j'ai une insomnie, oui, j'ai une hypersomnie. Mais aussi ça a pu être mesuré par des outils comme les montres d'actimétrie. Donc c'est des montres qu'on porte au poignet qui mesurent les rythmes sur 24 heures, qu'on porte sur plusieurs jours, normalement sur une quinzaine de jours, et qui permet d'avoir un retour sur les rythmes, notamment les rythmes sur 24 heures, donc dits circadiens, de manière écologique sur plusieurs jours. Il y a aussi des anomalies de macrostructure de sommeil qui ont pu être objectivées dans la dépression, aussi bien en phase aiguë, mais aussi en phase de rémission, comme ce que tu disais tout à l'heure. J'y retourne du coup, c'est juste avant. D'accord. Donc, aussi bien en phase aiguë qu'en phase de rémission.
Et puis, il y a d'autres marqueurs de rythme, comme les sécrétions de mélatonine, de cortisol ou les courbes de température, qui peuvent aider aussi à mieux définir ce que fait notre horloge biologique dans la dépression. Alors, ça, c'est une étude qu'on a publiée avec le docteur Bazin, qui est d'ailleurs dans la salle, à l'hôpital Bichat. Donc, c'est une étude qui ciblait à comparer les patients déprimés avec une plainte d'hypersomnolence à des sujets contrôle, donc sans dépression avec une plainte d'hypersomnolence. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que les patients qui avaient une plainte d'hypersomnolence et qui étaient déprimés avaient un temps total de sommeil qui était allongé par rapport par rapport aux sujets contrôle sans dépression avec plainte d'hypersomnolence. Donc les patients déprimés avec leur plainte d'hypersomnolence avaient un temps total de sommeil de 648 minutes, les sujets contrôle sans dépression que de 587 minutes. 82% des patients déprimés avaient un temps total de sommeil de plus de 10 heures versus que 54% des sujets contrôle avec un temps total de sommeil de plus de 10 heures. Donc les patients qui sont déprimés et qui disent « j'ai une plainte d'hypersomnolence », objectivement, ils en ont une avec une durée de sommeil allongée. Ce n'est pas que de la clinophilie, qui est un symptôme en psychiatrie qui veut dire aimer son lit. Donc en fait, ce n'est pas un bon terme, mais les patients déprimés, dans la sémiologie, ils sont souvent au lit, donc on parle de clinophilie, mais ce n'est pas ça. Les patients déprimés ont aussi une plainte d'hypersomnolence, et on va voir qu'est-ce que c'est que l'hypersomnolence chez eux. Et en tout cas, ils peuvent avoir une vraie hypersomnie avec 648 minutes passées au lit. Donc ça existe et il ne faut pas se dire ah bah, il est déprimé, donc il pense qu'il est somnolent ou il dort trop, mais il doit être juste clinophile. Donc c'est vraiment à bien objectiver et à traiter. Alors là, j'ai parlé essentiellement de durée de sommeil allongée chez les patients déprimés, mais l'hypersomnolence, c'est 3 dimensions. C'est la somnolence diurne excessive, c'est-à-dire les accès de sommeil irrépressibles en journée. C'est l'hypersomnie, donc on l'a vu, le temps total de sommeil allongé. Et c'est l'inertie au réveil, c'est-à-dire une vigilance au réveil qui est altérée. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la dépression? Est-ce que ces 3 plaintes, ces 3 états existent? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et en fait, est-ce qu'ils existent pour tous les profils de dépression? Et donc ça, c'est une question importante parce que tous les profils de dépression, en fonction des plaintes qu'ils vont montrer, que ce soit l'inertie au réveil, une durée de sommeil allongée ou de la somnolence diurne excessive, ne vont pas forcément être traités de la même façon. Et savoir exactement de quoi ils se plaignent va nous aider à mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de chacun des profils de la dépression. Alors, dans le service, on a fait une étude avec une de mes collègues, Jeanne Le Seur, et aussi avec le docteur Bazin, qui montrait dont l'objectif était de comparer le sommeil et les rythmes biologiques chez les patients déprimés unipolaires et les patients qui ont un trouble bipolaire. Donc, les patients qui ont un trouble unipolaire, c'est des patients qui font des dépressions à répétition. Les patients qui ont un trouble bipolaire, c'est des patients qui peuvent faire aussi bien des phases dépressives que des phases d'excitation, qui sont l'inverse des phases dépressives. Donc, on a comparé ces patients sur des marqueurs sommeil, mais aussi circadiens. Pourquoi ça nous a intéressés? C'est parce qu'on sait aujourd'hui que les troubles bipolaires, ce sont des pathologies sévères, qui ont un retard diagnostique de plus de 10 ans, que souvent, ce sont des patients qui sont maltraités et traités par des antidépresseurs parce qu'on a accès qu'à leur phase dépressive et donc qui perturbent le pronostic de la maladie. On sait que c'est des patients qui sont plus à risque de suicide, de troubles cognitifs, de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est important de trouver des marqueurs cliniques, mais peut-être aussi électrophysiologiques avec la polysomnographie, pour bien identifier ces patients et leur proposer dès le début le meilleur traitement possible. Toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer chez nos patients? C'est que les patients qui avaient une dépression unipolaire souffraient plus d'insomnie. Aux autoquestionnaires, ils souffraient plus de latence d'endormissement qui était allongée, d'un temps total de sommeil plus court, une moins bonne efficacité de sommeil. Et à l'actimétrie, donc avec la montre, on a pu objectiver un temps total de sommeil qui était plus court et une moins bonne efficacité de sommeil. Donc globalement, les patients qui ont un trouble unipolaire, quand ils sont déprimés, ont une insomnie et ont une moins bonne efficacité de sommeil. Alors pour la dépression bipolaire, on a retrouvé en revanche de l'hypersomnie, c'est-à-dire une durée de sommeil allongée, un temps total de sommeil plus long aux autoquestionnaires. Et grâce à la montre d'actimétrie, on a encore une fois retrouvé un temps total de sommeil plus long, moins d'activité motrice en journée et la nuit, et un temps de repos par 24 heures qui était plus long.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la dépression bipolaire, on est plus fréquemment confronté à de l'hypersomnie et à un ralentissement psychomoteur. Et donc déjà, ces résultats sont centraux pour les psychiatres, puisque devant une dépression, même si on ne sait pas encore si le patient a un trouble unipolaire ou un trouble bipolaire, si la dépression est associée à l'hypersomnie, on va plutôt s'orienter vers le trouble bipolaire, où on ne va pas l'exclure en tout cas, ce trouble bipolaire, et donc on va faire attention au traitement qu'on va donner aux patients. On peut très bien commencer du coup par traiter les patients par des régulateurs de l'humeur, et puis peut-être associer du coup à des stimulants ou à des éveillants, comme de la luminothérapie, puisque les dépressions bipolaire serait plus associé à l'hypersomnie. En revanche, des dépressions avec insomnie, ça va plutôt nous faire penser à de la dépression unipolaire. Et donc, on va plutôt traiter les patients avec des antidépresseurs et pourquoi pas des traitements associés pour le trouble insomnie. Et bon, là, j'ai parlé de la mélatonine, mais il y a plein d'autres traitements comme la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, qui est le traitement de référence du trouble insomnie, et puis d'autres traitements comme le daridorexant. Alors maintenant, on a fait ensuite une étude chez les patients qui avaient un trouble affectif saisonnier et on a regardé les marqueurs, encore une fois, sommeil circadien entre les patients qui avaient un trouble affectif saisonnier versus ceux qui n'avaient pas de trouble affectif saisonnier. Alors pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les troubles dépressifs saisonniers? C'est parce que c'est extrêmement fréquent. Donc en France, c'est 5%, mais dans d'autres pays, et les pays scandinaves, c'est jusqu'à 16%. C'est des dépressions avec des caractéristiques atypiques, hein. Les plus anciennes descriptions par Rosenthal dans les années 80 montraient que déjà qu'il y avait une durée de sommeil allongée, un craving pour le sucre, pour tout ce qui était gras, donc une prise de poids, un ralentissement psychomoteur, donc vraiment des caractéristiques cliniques atypiques. Il s'agit d'un trouble de l'humeur qui est récurrent et sévère, puisque c'est des dépressions à l'automne-hiver, donc des symptômes qui sont présents au moins 40% de l'année, et cela tous les ans, donc qui impactent vraiment les patients. Et le traitement de référence, on le connaît bien maintenant, c'est la luminothérapie. Alors quand on a comparé nos patients qui avaient un trouble affectif saisonnier versus ceux qui n'en avaient pas, il y a 4 variables au niveau du sommeil qui arrivaient à nous aider à prédire ceux qui feraient une dépression hivernale saisonnière, notamment la durée de sommeil allongée, l'inertie au réveil, une efficacité de sommeil plus faible et un début des activités diurnes plus tardives. Donc encore une fois, le sommeil nous aide à identifier nos différentes populations de dépression et va nous guider dans la prise en charge thérapeutique. Alors maintenant, si on regarde un petit peu la prévalence de cette hypersomnolence chez les patients qui ont un trouble dépressif, alors on sait que l'hypersomnolence dans la dépression varie avec l'âge, avec le sexe, c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, avec le type de trouble de l'humeur. Et très longtemps, les études ont regardé la prévalence de la somnolence dans ces 3 dimensions et ont montré du coup une grande variabilité des résultats. Parce que quand on prend en compte l'hypersomnie, la somnolence diurne excessive et l'inertie au réveil, du coup, on ne sait plus trop quoi on mesure. Et dans la dépression unipolaire, finalement, entre 9 et 76% des patients avec une hypersomnolence. Dans la dépression bipolaire, entre 23% et 78% avec une hypersomnolence. Mais quand on regarde chacune des sous-dimensions de l'hypersomnolence, ce qu'on a pu observer, c'est que dans la dépression unipolaire, il y avait 19,4% qui présentaient une durée de sommeil allongée, donc une hypersomnie, versus dans la dépression bipolaire, 42,5% qui avaient une hypersomnie, donc une durée de sommeil allongée. Dans le trouble affectif saisonnier, il y a 32,5% des patients qui présentent une hypersomnie, versus 9,6% dans ceux qui ne présentent pas de trouble affectif saisonnier. Pour ce qui est de la somnolence diurne excessive, on a retrouvé que c'était très fréquent dans la dépression, et même la dépression sévère, et même résistante au traitement. 51% de patients qui avaient un trouble dépressif résistant, donc qui résistent à plusieurs lignées d'antidépresseurs, présentaient une somnolence diurne excessive. Donc vous voyez, c'est important de bien savoir de quoi on parle, de quelle dimension, pour quel type de pathologie, puisqu'encore une fois, ça va guider notre compréhension de la dépression et notre prise en charge thérapeutique. Alors, pour le pronostic, alors, on sait que les dépressions associées à l'hypersomnolence, c'est des dépressions plus pharmacorésistantes, plus prédictives des rechutes, et il y a souvent plus de symptômes résiduels qui prédisent justement ces rechutes. Mais quand on regarde chacune des sous-dimensions, on peut affiner la trajectoire de chacune des types de dépression. Pour ce qui est en tout cas de la somnolence diurne excessive,
Une étude qu'on avait faite avec les centres experts dépression résistante montrait que la somnolence diurne excessive prédisait les idées suicidaires chez les patients avec troubles dépressifs résistants à 1 an de suivi. Donc, c'est des patients qui étaient inclus, qui avaient une somnolence diurne excessive, et à 1 an, ils avaient plus de risques d'avoir des idées suicidaires que les patients qui n'avaient pas de somnolence diurne excessive. Et cela indépendamment de la sévérité de la maladie, de la résistance, de la prise de médicaments. Ce n'était pas lié à la prise d'hypnotique. Au contraire, dans le groupe qui avait une diminution des idées suicidaires, il y avait une diminution de la prise hypnotique. Et puis, ce n'était pas lié à l'insomnie. Donc, c'était vraiment la somnolence diurne excessive en elle-même qui prédisait les idées suicidaires à 1 an et de manière indépendante et significative. On a fait une autre étude qui a comparé les patients déprimés avec insomnie et somnolence diurne excessive versus les patients déprimés avec insomnie sans somnolence diurne excessive. Et les patients déprimés avec insomnie et somnolence diurne excessive étaient plus à risque d'avoir des idées suicidaires, de faire plus de siestes, d'avoir une durée de sommeil plus allongée, plus d'inertie au réveil. Et tout cela n'était pas lié à la prise d'hypnotique, puisqu'ils prenaient moins d'hypnotique que les patients déprimés avec insomnie sans somnolence diurne excessive. Donc, encore une fois, la somnolence diurne excessive, c'est un signal d'alerte vers les idées suicidaires. Il faut vraiment le prendre en compte sans l'insomnie, sans la sévérité de la dépression, en lui-même, attention aux idées suicidaires. Pour ce qui est de la durée de sommeil allongée, donc une étude de mon collègue professeur Geoffroy, qui a montré qu'avoir une hypersomnie, c'est-à-dire une durée de sommeil allongée, prédisait à 3 ans, de manière indépendante de toute psychopathologie, encore une fois, les tentatives de suicide. Donc, indépendamment de l'âge, du sexe, des antécédents de tentatives de suicide, d'autres facteurs déterminants sociaux. Donc, encore une fois, on retrouve que la durée de sommeil allongée prédit le phénotype suicidaire. Une autre étude qu'on a fait dans le service a montré que l'hypersomnie, donc toujours cette durée de sommeil allongée, prédisait la transition vers un épisode thymique, donc dépressif, chez les patients qui avaient un trouble bipolaire. Et enfin, il y a pas mal d'autres études qui ont montré que l'hypersomnie, donc la durée de sommeil allongée, prédisait le risque de récurrence et un pronostic altéré de la maladie. L'inertie au réveil, donc cette altération de la vigilance au réveil, cette difficulté de passer du sommeil à l'éveil, donc ça aussi on a essayé de l'étudier. Donc on a comparé les patients déprimés qui avaient des conduites suicidaires versus des patients déprimés sans conduite suicidaire. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'avoir une inertie au réveil, donc une difficulté à passer du sommeil à l'éveil, augmentait l'intensité des idées suicidaires, la durée des idées suicidaires et la fréquence des idées suicidaires. Alors les hypothèses physiopathologiques, elles sont multiples, il va falloir mieux les étudier. Il y a des hypothèses de modification d'architecture du sommeil, des hypothèses chronobiologiques d'anomalies des rythmes biologiques et notamment circadiens, chez les patients qui ont un trouble bipolaire notamment, mais pas que, les patients aussi qui ont un trouble affectif saisonnier qui peuvent être unipolaires et bipolaires, et les patients unipolaires. De plus en plus, on retrouve des articles sur tout ce qui est anomalie du traitement du signal lumineux, avec une hyposensibilité du système mélanopsynergique. Donc en fait, au niveau de la rétine, on a des cellules qui transmettent le signal lumineux. On a les cellules qui sont dites les cellules mélanopsynergiques et qui organisent ensuite, avec notre horloge biologique, les rythmes circadiens, mais aussi qui transmettent l'information lumineuse aux autres systèmes d'éveil du cerveau, comme les noyaux orexines, qui sont vraiment les chefs d'orchestre de l'éveil. Et ce qu'on a pu observer, c'est que chez les patients qui ont un trouble de l'humeur, qui ont une dépression, il y a une hyposensibilité du système mélanopsynergique par rapport à des sujets contrôle. Il y a d'autres cellules au niveau de la rétine, les cônes, les bâtonnets, qui sont impliqués surtout dans la vision, mais qui ont aussi un rôle dans la régulation de l'humeur. Et elles aussi, leur réponse sera altérée dans la dépression et serait impliquée dans la somnolence. Il y a des hypothèses aussi médicamenteuses, d'autres hypothèses comme des comorbidités. On sait que dans la dépression, 25 à 50% des patients vont avoir des syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Donc c'est très important d'identifier si les patients avec troubles dépressifs ont ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a aussi des hypothèses endocriniennes, des hypothèses pro-inflammatoires. Pour ce qui est des troubles dépressifs saisonniers,
Donc, toi, c'était les rêves, moi, c'est les troubles dépressifs saisonniers. Donc, il y a des hypothèses multiples, hein, chronobiologiques, hein, avec un retard de l'horloge biologique, de la phase de l'horloge biologique, et un retard de sécrétion, par exemple, de la mélatonine, des dysrégulations du sommeil paradoxal, des anomalies du traitement du signal lumineux, des hypothèses aussi monoaminergiques, avec des prédispositions génétiques qui commencent à être bien connues et qui pourraient être en lien avec les dimensions de l'hypersomnolence. Donc, en conclusion, l'hypersomnolence et ses trois dimensions, bah, elles ont une prévalence élevée dans la dépression. Elles peuvent être des biomarqueurs spécifiques de certains profils de dépression. Ce sont aussi des marqueurs de sévérité pronostique et qui vont être différents, encore une fois, des différents profils de dépression. Il y a de multiples hypothèses physiopathologiques et il y a différentes implications thérapeutiques, puisqu'on ne va pas traiter de la même façon tous les profils d'hypersomnolence. Et on ne va pas traiter de la même façon tous les profils de dépression associés à ces profils d'hypersomnolence. Et il ne faudra pas oublier la prise en charge des comorbidités, comme l'obésité, qui est un facteur de risque à lui seul d'hypersomnolence, même s'il n'est pas associé au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et les syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Et on voit toute l'équipe de Bichat qui est bien consistante et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup, Julia. Oui, et je veux dire, vraiment cette hypersomnolence, hein, qui a longtemps été qui est passée un peu au second plan, hein, par rapport à l'insomnie, qui, bon, certes, est une maladie complexe, hein, mais je veux dire, cette hypersomnolence, on voit à quel point c'est un baromètre, en fait, que, voilà, je veux dire, les idées évoluent par rapport à ça, et je pense que tu nous l'as bien montré, oui. Oui, c'est important de se dire que l'hypersomnolence, c'est pas parce qu'il y a une insomnie forcément ou une autre pathologie du sommeil, Mm. c'est que l'hypersomnolence existe aussi en Oui. une quantité propre. Voilà, c'est ça, en elle-même, hein, et pas forcément voir toujours la récupération d'autre chose, ou bien, alors, bon, on n'est plus à la paresse, hein, mais enfin, Tout à fait. quoique chez les adolescents, ça a souvent été invoqué, alors Alors, qu'on voit que la mais santé mentale des adolescents alors est qu'il y a quand même. beaucoup de troubles des rythmes biologiques, enfin de l'horloge chez les adolescents, Ouais, voilà. Et maintenant, on ne peut plus non plus parler de paresse chez les adolescents qui ont ouais, un chronopique très vespéral ou un syndrome de ouais, retard de phase. ouais, Du coup, si on l'élève à 8h, 9h pour aller en cours, forcément, il va y avoir de la somnolence diurne excessive. ouais, normal. Voilà, et on n'est pas encore à les faire rentrer en classe à des horaires qui leur correspondent, mais enfin, ça, c'est un débat qu'on a depuis 20 ans. Ouais. Question dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une question sur... Bon, il y a des aspects... Oui? Bonjour. J'ai trouvé très, très intéressant la manière dont vous avez présenté et de parler de cette inertie du sommeil dont on écoute rarement parler. Donc, merci beaucoup. C'est quelque chose que je trouve beaucoup dans mes patients avec de l'insomnie et que je trouve peu finalement des outils pour les aider. Donc, je voulais savoir, bon, déjà, merci beaucoup pour donner cette piste d'aller chercher s'il y a une dépression. Donc c'est quelque chose qu'on regarde toujours, mais peut-être il faut aller plus en détail sur cette volet. Vous pensez que si on traite la dépression, cette inertie du sommeil va peut-être disparaître ou il faut les traiter séparément? Voilà, merci beaucoup. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que du coup, que ce soit l'hypersomnolence ou les autres troubles du sommeil, donc aujourd'hui on parle d'hypersomnolence, mais que ce soit le trouble insomnie, la maladie des cauchemars, les troubles des rythmes circadiens, ça devient vraiment des entités en elles-mêmes. Et traiter la comorbidité associée, donc là, qui est mon sujet, qui est la dépression, ne va pas suffire. Il faut toujours qu'il y ait une double action, le traitement de la dépression plus le traitement de l'autre pathologie, de l'hypersomnolence. Et donc, vous allez traiter bien sûr la dépression, mais vous allez voir qu'il va y avoir probablement toujours cette inertie au réveil, ou cette somnolence diurne excessive, ou cette durée de sommeil allongée. Donc, il va falloir aussi la traiter. Et on a des traitements, on a les mesures comportementales, on a les traitements éveillants comme la luminothérapie, on a aussi, ça n'a pas l'AMM, mais on a aussi des psychostimulants. Donc, voilà, il faut les Mm. traiter parce que la dépression et ses pathologies viennent toutes du cerveau, des mêmes neurones, des voies orexinergiques, sérotoninergiques, dopaminergiques. Donc, il faut les traiter.
Mm. On a en fait, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais on a quand même beaucoup évolué ces dernières, alors je sais pas, enfin, 20-30 années, je dirais, et par rapport à la question de la causalité des troubles et des maladies. C'est-à-dire qu'effectivement, la position il y a quelques décennies, c'était que une maladie ou un trouble a des causes, traitez la cause et vous traiterez les effets. Or, justement, c'est pas le cas. Et notamment pour la dépression, mais pour quantité d'autres situations où effectivement, je veux dire, si on a une dépression avec des cauchemars, avec une hypersomnolence, eh bien, je veux dire, traiter la dépression ne traitera pas forcément les cauchemars. Hein, c'est Oui, ton tout à fait. expérience Ah, tout à aussi, fait. hein, ouais. Et ça, c'est quand même une grande évolution, hein. On a du mal à se détacher de cette idée qui nous vient des théories de la causalité psychique, mais qui, en tout cas, ne Bah, se vérifie pas dans un certain nombre de situations qui touchent au psychisme. parce qu'il y a d'autres mécanismes qui fait, enfin, comme un cercle vicieux, qui fait que ça, finalement, ça se chronicise Mm. et qui sont indépendants de l'autre pathologie. Oui, oui. Donc, il faut vraiment s'occuper de tout. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, pas spécialement. Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui. Pas grave. Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. La question que je me pose, c'est est-ce que les dépressions sont, enfin, la prévalence des dépressions se retrouve, à quel niveau se retrouve-t-elle dans les pays comme l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie, en tout cas dans les sociétés plus naturelles par rapport à nous? Parce que moi, j'ai cru comprendre, après avoir lu des choses, c'est qu'effectivement, dans ces pays-là, il y a beaucoup moins de dépression et que chez nous, c'est un phénomène qui est en augmentation constante. Tu voudrais répondre Alors, parce qu'autrement, moi, enfin, Alors, vas-y, oui. en tout cas, en Afrique, il y a moins de dépression saisonnière qui est liée à la réduction de la longueur des jours à l'automne-hiver. Donc, il y a moins de troubles affectifs saisonniers. En revanche, il y a d'autres types de dépression. Peut-être qu'elles sont sous-diagnostiquées, mais en tout cas, elles existent. Elles ne sont pas moins fréquentes. La dépression, c'est universel. Ça touche tous les pays, sur tous les continents. Il y a des pays où on n'a pas de relevé, hein, où on a très très peu de données. C'est vrai que les données sont surtout sur les pays occidentaux. Il y a tous ces phénotypes Voilà. de dépression et donc ça dépend vraiment du type de dépression. Je veux dire, on entendait ces derniers temps parler de la prévalence du suicide au Groenland, par exemple, qui est faramineuse. Mhm. Je n'ai pas en tête le chiffre, mais c'est faramineux. Donc, je veux dire, c'est aussi fonction du type de dépression, mais c'est quelque chose qui, je veux dire, s'exprime possiblement différemment Mhm. y compris d'ailleurs avec des troubles psychotiques en avant, par exemple dans certains pays africains. Mais bon, j'ai pas suffisamment d'expérience pour aller plus loin, mais je veux dire, effectivement, j'ai la notion aussi que c'est quelque chose d'universel. Mais avec des expressions différentes en fonction des cultures, possiblement. Et puis avec des pays où ça n'est pas... Oui, et est-ce qu'on peut dire du coup que lorsque les activités principales de la journée sont physiques, les travaux physiques, les travaux dans les champs, les travaux dans la forêt, les travaux physiques dehors, où justement on prend beaucoup de lumière, beaucoup de... Est-ce que c'est quelque chose qui diminue la prévalence des dépressions et des problèmes psychiques en général? Très honnêtement, j'ai pas en tête d'études là-dessus, je ne saurais pas vous répondre, d'autant plus qu'il y a tellement de facteurs, hein. Je veux dire, on parle par exemple aussi du taux de suicide important chez les cultivateurs, qui sont, certes, passent leur journée dans les champs à la lumière, mais sont aussi surendettés. Donc Mhm, voilà, je oui. veux dire, c'est, voilà, pour répondre à ce type de questions, mais vous avez une idée en tête pour chercher ces choses-là, je veux dire, peut-être Oh, savoir si c'est une maladie occidentale, est-ce que oui, c'est... j'ai Oui. l'impression que c'est une... ah oui, j'ai l'impression que c'est une maladie fort occidentale. Enfin, pourquoi un peu je dis ça? C'est parce que bon, j'ai un fils qui est malade, Mmh. qui est dépressif, stabilisé. Et ce que je ressens beaucoup, c'est si nous avions eu tous une façon de vivre différente, je crois que ça ne serait pas arrivé. Si on n'avait pas les mêmes
angoisses, les mêmes craintes, les mêmes anxiétés. Euh, je ne dis pas les mêmes, parce que des anxiétés, des angoisses, je pense qu'il y en a partout, dans tout le monde, à toutes les époques. Mais aujourd'hui, ici, dans notre monde occidental, j'ai l'impression que ça prend des caractéristiques qui sont... C'est un mauvais cocktail qui fait que... C'est là, bon, je suis pas Alors, scientifique, donc je peux on est pas... très, oui, on est très gêné pour répondre à ce type de questions par le fait que les époques, et notamment lointaines, certes, Sarah nous a montré qu'il y avait des représentations, je veux dire, des choses qui sont intemporelles, hein, qui sont de tout temps. Je veux dire, mais par exemple, sur la question du sommeil, si on parle de l'histoire du sommeil, eh bien, on a très, très peu de relevés. On a des textes religieux sur le sujet, on a je veux dire, et on a des relevés judiciaires, par exemple, pour savoir je veux dire, à quel moment on pouvait dormir, pas dormir, etc., du fait des affaires judiciaires. Mais en réalité, on manque tellement de données. Et même quand on dit actuellement qu'on a beaucoup diminué ces temps de sommeil, on compare sur ces dernières années. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est d'époques où ça n'était pas réellement calculé. Sarah, tu veux intervenir sur ce sujet, non? Je me suis trompée? Ouais? Non, je pense que, enfin bon, écoutez, là, je bute sur mon manque de connaissances pour vous répondre, hein. Merci. Alors, maintenant, bah, écoutez, je pense que on va avoir deux intervenantes qui vont répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées sur les chats, d'ailleurs. Donc, j'invite les personnes qui ont posé les questions à revenir avec nous. Oh oui, on attendra, on les lira tout à l'heure, voilà. Ah bon, d'accord. Il faut que je le lise avant de parler. Je t'ai envoyé il y a 3 jours, je t'ai envoyé maintenant. Ah, très bien, d'accord. Donc, le docteur Nathalie Cinnamon-Isenberg, hein, qui est médecin du sommeil, ORL, et je veux dire, donc, en fait, est vraiment, je veux dire, spécialisée dans tout ce qui est sommeil, enfin, qui fait beaucoup de choses, en fait. Elle pourra peut-être vous en parler. Qui s'est associée à Alice De Santis, qui est médecin, praticien hospitalier et somnologue à l'hôpital de Versailles. Toutes deux font partie du bureau du réseau Morphée, donc on est toujours en compagnie du réseau Morphée, pour nous parler de la boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a parlé de choses effectivement, je dirais, assez variées, hein, autour de la somnolence, et on est loin, loin, loin d'avoir épuisé les sujets, comme d'ailleurs vous nous l'avez souligné. Mais on peut chacun à notre niveau faire des choses, et c'est ce qu'elles vont nous expliquer en nous expliquant ce qu'elles proposent, comment ça marche et pourquoi ça marche. Et puis après, vous poserez les questions que vous souhaitez. C'est On ça. aura le temps encore. Alors, on va voir si ça marche déjà. Voilà, donc c'est ça qu'on va passer. Alors, on a travaillé un petit peu pour essayer de réunir au niveau de la présentation, micro, en face du micro. Vous m'entendez bien? Je n'aime pas les micros. On a essayé de trouver effectivement ce qui pouvait améliorer la somnolence, vous donner des petits trucs, essayer aussi de voir les fausses idées qu'on peut avoir, et donc parfois c'est en rétablissant des bonnes consignes, des bonnes attitudes qu'on peut rétablir un bon sommeil, voilà. Et puis on sera un petit peu interactif avec parfois des petits tests par rapport à ce que vous faites vous dans la vie courante. Voilà. Alors, comme on a préparé ensemble, je ne sais plus si c'est toi ou moi qui fais le café. C'était moi le C'est café. toi. En Donc, fait, on ça avait dit, commence. on avait dit un petit peu que je faisais l'homéostasie et tout Alors, le vas-y. rythme Alors, donc, circadien. Alice va commencer. Vous parlez du café. Bon, bah oui, mais on l'a vraiment fait. Bonjour, bonsoir à tous. En fait, on va passer en présentation beaucoup plus pratico-pratique. Donc, n'hésitez pas à intervenir pendant la présentation. Avec Nathalie, on a partagé un petit peu la tâche. Donc, l'idée est vraiment de vous donner des conseils simples pour essayer de mieux gérer votre somnolence. Et évidemment, quand on parle de somnolence, la première chose que nous vient à l'esprit, c'est le café, parce que tout le monde, je pense, quand tu as un petit coup de barre l'après-midi, va chercher sa machine à café.
Et donc, pour faire un peu scientifique, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, c'est indispensable d'introduire le concept de pression homostasique. Il y a deux, effectivement, systèmes qui règlent le sommeil, la pression homostasique et le rythme circadien. Je vais vous expliquer la pression homostasique, c'est un concept très simple. Plus on reste réveillé la journée, plus notre réveil est de bonne qualité, plus ce sera simple pour nous de nous endormir. Ce sera facile, on va avoir une pression de sommeil plus importante le soir. L'exemple typique est la personne qui reste tout le temps allongée sur son canapé à somnoler. Ben, le soir, difficilement elle pourra s'endormir. Par contre, la personne qui est plus active la journée, qui a beaucoup d'activités, ben, le soir, elle va avoir plus de facilité à trouver le sommeil. Donc tout ça, c'est plutôt banal, hein. Vous allez me dire, mais docteur, pourquoi vous venez nous expliquer ça? On le connaît tous, c'est vrai, mais est-ce que vous connaissez le mécanisme à la base de tout ça? Pourquoi ça fonctionne? Ah, j'ai une question piège. Pourquoi est-ce que le dimanche soir, on a du mal à s'endormir? Et parce qu'on fait la grasse matinée, hein, Autre? entre autres, hein, et parce qu'on a le stress lié au lendemain, hein. Et donc, en fait, il faut savoir que le processus homéostasique fonctionne comme ça. Nous avons une molécule qui s'appelle ATP, c'est l'adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate est un peu le carburant de notre organisme. Ça représente un petit peu l'énergie. D'accord? Donc, quand on a une journée très active, on consomme cette adénosine triphosphate qui devient adénosine diphosphate et qui devient après adénosine. Et l'adénosine, c'est une molécule qui est très utile. Donc, imaginons, on se réveille, vous voyez la petite courbe, là, on se réveille à 7 heures, on commence à produire cette adénosine, hein, parce qu'on consomme de l'adénosine triphosphate. Et cette adénosine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lier à des récepteurs cérébraux. Des récepteurs cérébraux qui sont au niveau de l'éncéphale basal. Et c'est des récepteurs qui sont responsables de la somnolence. Donc, à un moment donné, dans la journée, quand il y a beaucoup d'adénosine qui s'est accumulée, ben, cette adénosine va traverser la barrière hémato-encéphalique et elle va se lier à des récepteurs cérébraux qui nous donnent cette pression de sommeil et ce besoin de dormir. Donc, s'il n'y a pas de facteurs qui nous empêchent de dormir, donc par exemple la lutte, les excitants, des altérations de rythme circadien, la lumière, à la fin de la journée, si la journée a été bien active, on va s'endormir facilement. Alors, désolé pour ce, peut-être que la mise en page n'a pas été parfaite. Ben, Bon, si, vous voyez la mise en page. vous voyez que dans le schéma, ben, je peux vous le résumer. En tous les cas, vous voyez dans le On schéma, ne verra plus avant les tours. c'est pas grave. Vous voyez dans le schéma que si on fait une nuit blanche, vous voyez, on se réveille, l'adénosine s'accumule, s'accumule, s'accumule. Si on ne dort pas, elle continue à s'accumuler jusqu'à quand il y a un pic. Et là, effectivement, le sommeil et la somnolence deviennent incoercibles. Et c'est très compliqué de résister au sommeil. Et donc, après une nuit blanche, à cause de cette adénosine que s'est accumulée, parfois, si on prend la route, on peut avoir des accidents parce que ça devient très compliqué de lutter contre le sommeil. Donc, plus l'éveil est long, plus le sommeil sera de bonne qualité et plus le sommeil sera profond parce qu'il y a un stade de sommeil qui est le stade 3 qui augmente, qui est le sommeil réparateur pour le physique, qui augmente si l'adénosine est très élevée et si on est en manque de sommeil. Jusque-là, tout est clair. Pour toi? Pour moi peut-être, mais ça n'avance plus non plus. Voilà. Et donc, pourquoi le café nous aide à rester réveillés? Avancer. Là. Voilà, le café nous aide à rester réveillés parce que la caféine est une molécule qui va se lier, c'est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. Donc, c'est une molécule qui va se lier au même récepteur et ça empêche l'adénosine de faire son métier, donc de nous donner sommeil. On peut avancer, donc c'est une molécule avec des propriétés stimulantes. Donc, c'est plutôt pas mal, mais il faut l'utiliser au bon moment. Parce que comme vous voyez dans le schéma, si vous prenez un premier café à 9 h du matin, par exemple, il faut savoir que la caféine a une demi-vie entre 4 et 6 heures. Donc, si vous prenez un deuxième café, par exemple, à 10 h, 10 h 30, vous voyez qu'il reste plus ou moins 3/4 du premier café, plus le deuxième. Et au fur et à mesure, si on rajoute de café, par exemple à 14 h, vous voyez en gris, on a rajouté une troisième tasse de café, il nous reste la moitié de la première, 3/4 de la deuxième et la troisième entière. Donc si on prend 3 cafés
un à 9 heures, un à 10 heures et l'autre à 14 heures, effectivement, à la fin de la journée, vers minuit, on aura encore la moitié d'une tasse de café dans notre organisme, chose qui fait que si on est très sensible à la caféine ou si on est un peu insomniaque ou si on a une journée très stressante, ben, l'adénosine ne sera pas aussi efficace et on aura du mal à s'endormir. Vous pouvez avancer. Oui, mais ça ne marche pas, hein. Alors, est-ce que tout le monde est sensible pareil? Qui ne peut pas dépasser 14 heures pour un café? Ouais. Et qui peut en prendre toute la journée sans souci? Alors, en général, je dis que ceux qui peuvent en prendre tout le temps n'ont pas de chance parce que ceux qui sont sensibles, il y a un vrai effet sur l'adénosine, alors que les autres, non. Donc, ceux qui peuvent en prendre toute la journée, il n'y a pas de délocalisation en réalité de l'adénosine par la caféine. Et en plus, il y avait des études qui avaient montré qu'il y avait une augmentation de la vigilance et des performances chez les gens qui étaient sensibles à la caféine. Donc, voilà. Donc, ceux qui peuvent en boire toute la journée, qui sont super fiers par rapport à ceux qui ne peuvent pas dépasser 14 heures, en réalité, c'est moins efficace sur vous. Voilà. C'est une vengeance de toute ma jeunesse. Merci Nathalie. Donc, double effet du café. Le café, effectivement, peut être Il y a une utile nuisance. si vous avez le petit coup de barre, mais attention à ne pas en prendre trop ou trop tardivement, parce que je vous rappelle, la demi-vie, c'est-à-dire le temps que le café emploie à être métabolisé, donc à disparaître, est entre 4 et 6 heures. D'accord? Et donc là, on va parler de la sieste. Pourquoi on va parler de la sieste? Parce que la sieste nous aide à diminuer le taux d'adénosine que nous avons. Donc, si vous faites par exemple la sieste à 14 heures, vous baissez un petit peu ce niveau d'adénosine. Donc, cette pression de sommeil qui vous donne envie de dormir, effectivement, diminue. Et si vous faites des petites siestes rafraîchissantes, effectivement, vous pouvez vous réveiller et moins sentir cette envie de dormir et cette impression d'avoir les yeux qui se ferment. Après, comme la caféine, il faut l'utiliser au bon moment et il faut faire la sieste d'une bonne durée. Donc, le bon moment, évidemment, c'est tôt dans l'après-midi, pas trop tard le soir. La sieste vide partiellement la quantité d'adénosine, permet d'augmenter la vigilance, un peu comme le café. Vous savez qu'à 14 heures, il y a aussi une baisse de la température, donc c'est plus facile de s'endormir quand la température corporelle baisse. Nathalie vous en parlera. Et effectivement, si la sieste est faite trop tardivement, elle peut retarder le coucher. Donc, rappelez-vous de faire la sieste plutôt tôt dans l'après-midi et de la bonne durée, c'est-à-dire la durée de la sieste idéale pour qu'elle soit rafraîchissante est de 20 minutes. Il ne faut pas dépasser les 20 minutes parce que si vous dépassez les 20 minutes, vous rentrez dans des stades de sommeil plus profonds. Et donc, quand vous vous réveillez, si vous ne vous réveillez pas spontanément, mais il y a par exemple quelqu'un qui vous réveille au bout de 30-40 minutes, vous êtes en stade de sommeil profond, stade 3 au sommeil paradoxal. Et là, vous vous réveillez avec ce qu'on appelle l'ivresse du sommeil. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez du mal à sortir de votre sommeil. Et alors, c'est encore pire. Vous avez fait la sieste pour être plus en forme. Et si vous faites la sieste pendant 40 minutes à la place que 20 minutes, vous rentrez dans les stades de sommeil profond et vous vous réveillez encore dans une forme pire qu'avant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la sieste royale, Nathalie? Non, la sieste royale, non. Alors moi, ce que je conseille, parce qu'on a tous des petites somnolences, en gros, le creux de somnolence, donc pour ceux qui travaillent, qui ont des rendez-vous, en général, vers 15 heures, on se dit on a vraiment besoin de dormir, sinon on va mourir, on ne finira pas la journée. Et à 19 heures, on a une remontée quand même de la vigilance où on se sent beaucoup mieux. Donc c'est vrai que la sieste, il faut la faire à ce moment-là. Si on ne peut pas faire une vraie sieste, juste la tête dans les bras posée sur la table, pour respirer tranquillement, même 5 minutes, ça va déjà vider de l'adénosine et ça sera beaucoup plus bénéfique qu'une sieste longue. Moi, ce que je conseille, c'est vous prenez, on a tous des téléphones avec des réveils, vous mettez votre réveil sur le téléphone sur 30 minutes, même 35-40, parce que de toute façon, on ne s'endort pas tout de suite, et ce qui vous permet d'être sûr de vous réveiller avant de rentrer dans les stades de sommeil. Parce que sinon, vous allez arrêter votre réveil à peu près 50 fois en disant encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Et puis après, on est nauséeux. Il y a les nausées aussi en fin d'après-midi quand on fait une sieste longue. Donc voilà, donc c'est important de la faire suffisamment courte pour pas rentrer dans les stades de sommeil profond ou paradoxal et au bon moment. Voilà, pour Voilà. pouvoir s'endormir. Si vous videz toute votre adénosine juste avant de vous coucher, c'est compliqué après de s'endormir. Et juste un petit mot alors sur la sieste royale. Vas-y. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui l'hypnogramme, hein, vous voyez que le sommeil est par cycle. Il y a des cycles qui sont faits de éveil, stade 1, stade 2, stade 3, sommeil paradoxal qui est en vert. Après, on recommence.
Et donc, quand on veut faire une sieste vraiment récupératrice, que moi j'appelle la sieste royale, il faut être sûr, par contre, de faire tous les stades de sommeil. Donc, si vous avez eu une semaine un peu compliquée, si vous avez accumulé une dette de sommeil et si vous voulez rattraper cette dette de sommeil, vous pouvez faire une sieste à ce moment-là d'1 heure et demie, 1 heure et demie. Vous réveillez spontanément et vous serez sûr de faire tous les stades de sommeil qui ont des fonctions importantes par rapport aux défenses immunitaires, à la mémoire, à la diminution du stress, etc. Mais c'est quelque chose à réserver vraiment seulement si vous êtes en manque de sommeil et si vous devez récupérer, par exemple, d'une nuit blanche. Si vous le faites systématiquement, vous risquez après de ne pas avoir une bonne horloge biologique bien synchronisée avec les rythmes normaux de la société. C'est ce type de sieste qui est conseillé chez les gens qui travaillent de nuit ou ce qu'on appelle en travail posté et qui ont besoin, qui ont souvent une durée de sommeil classique, raccourcie et qui ont besoin de faire des siestes, par exemple, avant d'aller travailler. Et là, on leur conseille de faire un cycle complet parce qu'en réalité, ils n'ont pas assez de cycles. Leur durée de sommeil est diminuée sur la totalité de la journée. Et donc, moi, j'appelle déjà plus ça des siestes, j'appelle ça un complément de nuit plutôt. Quand on fait un cycle complet pour récupérer Tu une as dette de raison. sommeil, c'est un complément de nuit pour moi. Mais ça peut être utile effectivement dans le travail posté, dans le cadre du travail posté. Et après, non, ça marche quand ça veut, hein. Non, mais ça marche par intermittence, en Ah, fait. voilà. Ah, tu as la Et réponse donc, là. ouais, là, attention. Donc, si vous êtes sur l'autoroute et vous avez besoin de faire En une avant. sieste, ouais, Non, encore. pourquoi encore? Stop. Mais non, mais Non, mais bouge attends, pas. Stop. C'est maintenant. c'est maintenant? C'est Tu maintenant. montres pas la réponse. Ah oui, ben, et comment? Mais c'est trop tard maintenant, je l'ai spoilé, mais ça marche vraiment pas bien, ça. Donc, comment il faut utiliser la caféine et la sieste pour s'en sortir dans l'exemple où vous êtes sur l'autoroute, vous avez un petit coup de barre. Ben, vous vous Bah, arrêtez. on Ben, va bon, mais il faut que je l'explique quand même. Mais non, il faut les laisser chercher. Ah ben, je voulais chercher alors. Non, Cherchez. la question c'est est-ce que vous prenez le café avant ou après d'avoir dormi les 10 minutes, 15 minutes dans votre voiture? C'est ça. Vas-y, vas-y, Voilà. vas-y, vas-y, fais-toi. Je te laisse. Non, non, mais c'est voilà. Donc, qui pense qu'il faut boire le café avant et qui pense qu'il faut boire le café après? Donc, avant. Ah oui, c'est ça. Et qui boit son café après? C'est-à-dire, on fait sa sieste et après, on se lève, on va marcher un peu, on prend son café et on repart. Et il y en a plein qui prennent pas de café en fin de compte. OK. Donc, effectivement, il faut d'abord boire le café, faire la petite sieste de 15 minutes, comme ça la caféine a le temps d'être absorbée. C'est assez évident, mais intuitivement, je pense que la plupart, on s'arrête, on se dit je m'endors un peu et après on se lève, on va marcher, on prend le café. Idéalement, il faudrait faire l'inverse, prendre son café et après dormir un petit peu. Comment? Avec la clé dans la main qui tombe, mais je préfère mettre un réveil. Enfin, leur conseiller de mettre un réveil. Oui. Non, mais c'est ce qu'on dit classiquement. Il faut. Ah, pour la clé dans la main, oui, mais ça, c'est ce qui sort partout, de regarder la clé dans la main. Moi, je fais mettre un réveil de 15 minutes, effectivement. Ouais, mais on n'a pas forcément besoin de dormir beaucoup plus. Ça dépend. Ça dépend. On est d'accord. Bon, en gros, c'est le café Donc avant ou là, vous après. avez une Je discussion vais privée. l'enlever. Non, non, je vais l'enlever de mes slides, d'accord. Bonne remarque. J'enlèverai, je mettrai mettre un réveil à 15 minutes. Très bien. On va optimiser les diaporamas. C'est bien parce que vous voyez, le sommeil, c'est work in progress, hein. Ah ben, on n'arrête n'arrête pas de pas changer, de toute façon. d'échanger et voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'homéostasie et le deuxième système, c'est le rythme circadien, comme l'a évoqué déjà un petit peu Alice. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux systèmes, ils sont indépendants et en réalité, ils interagissent totalement l'un avec l'autre. Et il faut vraiment que votre pression de sommeil, vous la respectiez, vous alliez vous coucher au moment où votre rythme circadien aussi, il vous dit que c'est l'heure d'aller se coucher. Je pense pas qu'on a mis les schémas qui vont avec, mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est l'horloge interne? Donc, autant l'homéostasie, vous ne saviez pas trop ce que c'était ou le terme en général. La mélatonine, tout le monde en a entendu parler. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que la mélatonine, elle n'est pas sécrétée s'il y a de la lumière. C'est pour ça qu'on parle autant de l'exposition à la lumière le soir. Les écrans, ça bloque la sécrétion de mélatonine. Et c'est la mélatonine, effectivement, qui va initier votre sommeil et qui va faire une bonne sécrétion de mélatonine, qui va faire que vous allez avoir un sommeil de bonne qualité et dans la durée et dans la profondeur. Et donc, on dit que c'est une hormone qui est donneuse de temps et il faut savoir qu'elle synchronise toutes les cellules de votre corps. Donc, tout est synchronisé, il y a des horloges dans tous les organes.
Donc, on parle de synchroniseur parce qu'en réalité, notre horloge biologique, elle dépasserait les 24 heures. Et si, donc, par exemple, pour les personnes malvoyantes ou les personnes âgées qui ne sortent pas beaucoup, il est essentiel de leur donner une régularité. La régularité, c'est ça qui va faire que vous aurez une bonne sécrétion de mélatonine, un bon rythme et un bon sommeil. Donc, le meilleur synchroniseur, c'est la lumière. Donc, la lumière extérieure, on parlait tout à l'heure des dépressions saisonnières, des manques de lumière du jour. Donc, je sais que ça a diminué depuis qu'ils ont mis certains plafonniers dans certains pays du Nord pour rétablir un petit peu un rythme jour-nuit et une lumière importante. Donc, la lumière est essentielle, mais chez les personnes malvoyantes, cette lumière, ils ne l'ont pas. Donc, on va prendre du coup d'autres synchroniseurs. Le deuxième, ça va être l'exercice physique. Donc, quand on parle d'exercice physique, ça peut être parfois juste la marche en fonction de l'âge. Il faut adapter ce qu'on appelle, ça peut être du sport, le sport qu'on reverra tout à l'heure, mais rien que le fait de marcher, de sortir. Donc, l'idéal, c'est de sortir à la lumière, bien sûr. Et donc ça va réguler aussi, ça va synchroniser votre horloge, donc donner vraiment une puissance. Après, il y a les horaires de travail, de repas, les activités sociales. Donc tout ça, ça va synchroniser. Donc en gros, pour ceux qui ont des personnes âgées chez eux, qui ont en général un mauvais sommeil, mais ça, je ne sais pas si on le voit dans celui-là ou pas, quoi qu'il en soit, ce qui permet de leur améliorer leur sommeil en améliorant la quantité de mélatonine qui peut être fabriquée, il faut les lever à heure fixe, petit déjeuner heure fixe, le repas de midi heure fixe, la sieste, le 4 heures. Si on peut bien sûr les faire sortir, l'exercice physique aussi, parfois on ne peut pas, mais en tout cas par la régularité de toutes les autres activités, on peut comme ça déjà augmenter l'amplitude de l'horloge et améliorer tout ça. Oh, ça marche, effectivement. Donc la lumière, ça reste, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie des traitements. Ça fait partie des traitements pour améliorer effectivement le sommeil. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition à la lumière le matin, ça va pousser un petit peu votre endormissement pour vous coucher plus tôt. Donc ça sert par exemple pour les jet lag, ces consignes-là. Pour les gens qui sont des couches tard mais qui sont décalés, on a tous eu, je pense, dans la patientèle après le Covid, des gens qui étaient décalés de plusieurs heures au niveau de l'endormissement. Ils n'étaient plus obligés de se réveiller le matin pour aller travailler ou pour aller au lycée. Et il y a eu des décalages de phase comme ça, parfois de 12 heures. Donc la luminothérapie, ça reste un moyen non médicamenteux d'essayer de repousser l'horloge pour aller se coucher. Mais ça prend du temps, hein. Plus les gens sont décalés, plus c'est long. Donc le matin, et le sport aura le même effet que la lumière. Le sport pratiqué le matin va renforcer votre horloge et vous permettre d'aller vous coucher plus tôt, de vous endormir plus tôt. Et si vous mettez une lumière forte le soir, là, vous décalez votre endormissement. Donc ça peut être bien si besoin, parce qu'il y a certaines personnes qui à 19 heures ont besoin d'aller dormir, ce qui est parfois un peu tôt. Pareil, s'il y a un jet lag, c'est une technique. Et sinon, c'est quand même à déconseiller parce que vous allez décaler votre endormissement. Donc voilà, donc l'activité physique, effectivement, fait à ces moments-là, ça a le même rôle, ça stimule pareil. Donc la luminothérapie, alors je trouve quand même que les luminettes en bas, on a l'air quand même particulièrement ridicule en prenant son café. Mais je trouve, voilà, c'est... Non, je sais pas, j'aimerais pas être comme ça. La lumière blanche, donc pour l'instant, alors si vous avez d'autres infos plus récentes, mais bon, la lumière bleue pour l'instant n'est pas encore totalement validée pour la rétine, c'est toujours assez prudent. Donc c'est la lumière blanche, il faut, comme norme, c'est 10 000 lux. En général, on l'utilise le matin. Moi, dans mon cabinet, j'ai une lampe qui est très loin de moi que je mets en lumière d'ambiance. Donc ça, c'est pas interdit si c'est pas très proche de vous et stimulant au niveau de votre rétine. Mais ça permet d'avoir une lumière du jour, un peu comme dans les pays du Nord. Pour le moral, c'est important, c'est une belle lumière blanche, mais éloignée pour pas stimuler l'éveil. Et à 17 heures, effectivement, je l'éteins. Quand j'en ai besoin chez les personnes âgées, d'abord chez tout le monde, je demande s'il y a des problèmes ophtalmo avant de prescrire la luminothérapie. Et chez les personnes âgées, je n'hésite pas à faire un courrier pour l'ophtalmo en demandant s'il y a des contre-indications à la luminothérapie. Le but, c'est d'améliorer le patient, pas de lui créer d'autres problèmes. Voilà. C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Le sport, donc comme je dis, c'est l'autre synchroniseur. Non, c'est pas remboursé. C'est pas pris en charge. Donc, il y a certains centres qui vous prêtent des lampes. Sinon, moi, les premières que j'ai achetées qui étaient à un prix raisonnable, c'était, on a le droit de dire ou pas, c'était chez Nature et Découverte. Maintenant, on en trouve énormément plus. Mais la première que j'ai eue, c'est vrai que c'était là où on avait des prix à peu près corrects. Et les normes, c'est vraiment 10 000 lux. Donc, vous avez des lampes qui sont pas très chères et qui sont à 10 000 lux et ça suffit largement. Après, il y a certains mutuelles maintenant qui prennent en charge des objets connectés santé.
Donc, vous pouvez la faire passer pour un objet connecté santé. Vous le connectez à la prise et basta. Oui. Il y a pas de recommandation pour les enfants. Non, moi, Après, il je faut aller dans des centres experts universitaires. Parfois, ils font des choses hors AMM, mais je ne pense pas que la luminothérapie soit conseillée avec AMM pour les enfants. non, j'ai quelques enfants. On parlait tout à l'heure de TDAH ou troubles du Oui. comportement. En ORL, on a énormément d'enfants avec bon, des troubles du comportement. Et c'est vrai qu'il y a souvent, pour le coup, des traitements médicamenteux qui sont prescrits, mais de la luminothérapie, jamais. Là, moi, je ne jouerais pas avec leur rétine et tout ça. Là, c'est un peu tôt. Le rôle du sport, comme je vous ai dit, c'est Vous le vouliez, deuxième. vous vouliez ajouter À partir à de quel partir âge de quel alors? âge? Ah Ah oui, oui, non, adolescent, l'adolescent, on est oui, non, mais d'accord. l'enfant, oui. Enfant. Enfant, non. Adolescent, oui. Oui, oui, adolescent. C'est quoi le temps du cristallin, tu as dit? Le développement de Oui, mais le cristallin. temps. Bon, en gros, chez l'enfant, non. Et à partir de l'ado, oui. Voilà. Et est-ce que, pardon, du coup, les conseils qui sont appliqués pour la lumière naturelle et le sport, ça va être la même chose pour les enfants? Les conseils que vous donniez plutôt le matin et le sport le matin aussi. Alors, Sachant qu'aujourd'hui, les enfants, ils font leurs activités sportives le soir. alors, j'ai pas fini parce que le sport, c'est maintenant. Super, merci. Alors, c'est pas que les enfants. Les enfants, en général, dans notre vie actuelle, où il y a le sport à l'école, où les activités sportives sont souvent le soir, 20h, 22h. Donc ça, c'est assez classique. Tous les sports d'équipe, l'entraînement, c'est 20h, 22h pour la plupart des adultes. Donc moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, le sport, de base, c'est bon pour la santé. Il faut le faire. La seule chose, c'est qu'on sait que le sport, c'est éveillant. Pourquoi j'ai pas parlé, si on a parlé de la température corporelle. En gros, pour s'endormir, il faut que la température corporelle baisse, diminue. C'est là où vous allez aller vous coucher quand la température corporelle baisse. Or, le sport va faire augmenter votre température corporelle, donc du coup, va retarder l'endormissement. Et ça, c'est une réalité, hein. J'ai expérimenté. C'est quand même pas mal. Mais donc, ça veut dire que vous prenez une douche fraîche à la fin de votre sport et que vous en reprenez une autre 1 heure après. Alors, les grands sportifs, il ne faut pas l'écrire, il ne faut pas le marquer, mais ils prennent un comprimé de paracétamol. Le but, c'est de faire descendre votre température corporelle. Sinon, c'est éveillant. Et il faut faire du sport, c'est bon de toute façon pour la santé, c'est bon pour le moral de sortir après le travail, d'aller faire du sport. Après, ceux qui ont vraiment des gros troubles d'endormissement, il faut juste qu'ils sachent, et en tout cas, ça ferait limite partie d'une thérapie cognitive. Il faut qu'ils comprennent que le sport étant éveillant et augmentant leur température, il ne faut pas qu'ils rentrent dans un mécanisme de je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, parce que là, on va créer un trouble, là où il n'y en a pas. Donc, il faut juste qu'ils le sachent et qu'ils le gèrent, qu'ils baissent leur température corporelle, ou sinon, tout simplement, ils font autre chose, ils bouquinent et ils savent que les soirs où ils font du sport, ils auront un petit peu plus de mal à s'endormir, sans que ça soit pathologique. C'est une réaction Après, normale. quand on fait du sport, on produit plus d'adénosine, donc en quelque manière, ça contrebalance un petit peu, hein. Bah, je sais pas, en plongée, ça ne me l'a pas contrebalancé. Je n'avais pas le DU de de sommeil dans le temps. 3 heures du mat, c'était dur. Non, mais ça, c'est important. Et donc, idéalement, c'est le matin, c'est quand on peut. Et moi, je dis, le sport, c'est quand on peut. Et après, on prend les mesures qu'il faut pour qu'on n'ait plus les troubles qui vont avec. Et en tout cas, chez les personnes qui sont sédentaires, donc c'est le petit schéma d'en bas, l'activité physique, ça va augmenter l'amplitude, enfin la température et l'amplitude de votre rythme circadien. Donc, ça va améliorer quand même le sommeil à terme. Et c'est pas juste sur une journée, quoi. Donc chez la personne âgée, cette mélatonine, le pic là, il est. Est-ce qu'on a un pointeur en plus ou pas? Oh ouais. Le pic, il est décalé, il est plus tardif et il est plus bas. Et donc le sport, enfin l'activité physique, va justement, en resynchronisant, augmenter la quantité de mélatonine, pardon, et permettre un meilleur sommeil. Je vais y arriver, dis donc. Y compris en fin d'après-midi, hein. Qu'est-ce qui se passe chez les personnes âgées? Il y a une propension au sommeil toute la journée. En fin de compte, ils sont somnolents et puis à minuit, quand ils doivent aller se coucher, ils disent mais moi j'ai pas sommeil. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont une pression de sommeil, une homéostasie qui est majeure et un rythme circadien qui est nettement diminué. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à les stimuler pour augmenter ce rythme circadien. C'est toi. Donc, on a parlé des personnes âgées. Maintenant, on va parler du sport. Donc, on va parler de l'alimentation parce que, évidemment, quand on fait du sport, après, on a faim.
Et il y a quelques petits conseils aussi à vous donner sur l'alimentation. Je ne sais pas, moi, pendant des formations avec des travailleurs de nuit, on posait souvent la question, pendant la nuit, si vous avez sommeil, qu'est-ce que vous faites? Et oui, les travailleurs, c'était à l'aéroport de Charles de Gaulle, on faisait des formations et donc on demandait aux travailleurs, qu'est-ce que vous faites si vous avez sommeil? Alors, c'est la deuxième réponse. Bravo, café, vous avez non? bien vu alors, il dit, on va pas spoiler le truc, donc je ne dis pas ce qu'il a dit parce que il est trop bon, donc on va pas. Là, il est médecin. Donc tout le monde me disait, la plupart disaient, mais je sors, je vais fumer une cigarette. Je Super. connaissais pas ça. Alors, la cigarette, c'est mauvais pour la santé, mais c'est vrai que la nicotine réveille. Bon, donc ce n'était pas non plus pour le sommeil, je parle. Après, il ne faut pas fumer, on est d'accord. Mais pour le sommeil, ça pouvait marcher. Ça Non, pouvait pour ne pas marcher parce dormir. que pour ne pas dormir, pour rester réveillé. Et je demandais si vous êtes somnolent, qu'est-ce que vous faites? Je vais fumer, je me réveille. Bon, c'est pas bien, mais ça peut servir. La sieste de 20 minutes, personne ne le disait, mais ça pouvait être une chose possible, bien que c'était sur des horaires de travail, donc l'employeur, bon. La plupart disaient, je vais à la machine et je prends une barrette sucrée, parce qu'ils avaient l'impression que manger sucré leur donnait de l'énergie. Eh bien, figurez-vous que bon, l'alimentation est essentielle pour la gestion de la qualité du sommeil et pour la vigilance, mais les sucres rapides sont des faux amis du sommeil. En fait, tout ce qui est sucré favorise le sommeil. D'accord? Donc, si vous avez sommeil et vous mangez la barrette sucrée que vous prenez à la machine, 20 minutes après, une demi-heure après, vous aurez encore plus sommeil. D'accord? Euh, Ça, c'est quelque chose que personne ne sait. En tous les cas, c'est vraiment une fausse amie, c'est une fausse croyance autour de l'alimentation. Donc, les aliments sucrés favorisent l'endormissement. Les glucides agissent surtout en facilitant la production de sérotonine. Il est plutôt éveillant et donc ça empêche l'endormissement. Donc, il y a une vraie différence entre la consommation de sucre au repos et pendant les efforts. Rappelez-vous d'ailleurs que peut-être votre grand-mère, moi, ma grand-mère, je suis italienne, hein, elle me faisait la tisane avec du miel. Ce n'était pas la camomille qui me faisait dormir, c'était le miel. Et vous aurez constaté, vous aussi, que si vous prenez le dessert à midi, ben, quand vous prenez le dessert sucré, une demi-heure après, vous avez sûrement un coup de barre, chose que vous n'avez pas si vous ne prenez pas le dessert sucré. Donc, idéalement, il faudrait éviter le sucre quand vous avez sommeil, éviter à midi tous les aliments gras, hein, parce que tout ce qui est gras euh, provoque une digestion difficile. Pas protéinés, avec des sucres, mais des sucres lents et sans dessert. Et plutôt, vous gardez les sucres rapides le soir avant de se coucher, avant de se brosser les dents, avec des sucres lents, par exemple du riz, des féculentes, pour favoriser le sommeil et passer une bonne nuit, pas fragmentée et sans problème de digestion. Donc, éviter les aliments gras le soir. Est-ce qu'on peut prendre une tablette de chocolat noir le soir avant de dormir? Alors, le chocolat noir, figure-toi que ça dépend de la qualité, mais il peut y avoir de la caféine dans le chocolat noir. Donc, c'était une question piège que tu Et il y me a aussi poses. l'histamine. Et il y a aussi l'histamine. Donc, je te laisse parler de l'hygiène de sommeil, Ouais, il faut éviter la tablette de chocolat noir le soir quand même. chocolat au lait. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. On n'a pas Faut les vivre mêmes aussi, hein. points, mais c'est pas grave, hein. On s'aime bien quand même, hein. Alors, donc là, c'était l'hygiène de sommeil. Donc, quand on voit un patient qui est somnolent, puisque c'est un peu le sujet de la journée, et
quels que soient les âges. Donc, on pourrait dire c'est surtout les adolescents, mais en réalité, on parlait du contexte de vie actuel, c'est un petit peu tout le monde. On est un peu tous en dette de sommeil ou en décalage. Donc, c'est vrai que les premières questions qu'on pose, c'est est-ce que la personne a un rythme régulier? Est-ce qu'il y a une dette de sommeil qui est reconnue ou pas? Et est-ce que la personne connaît ses besoins de sommeil? Et souvent, on sous-évalue totalement ses besoins de sommeil. Et donc ça, c'est vraiment les choses très importantes déjà à rechercher, parce que rien qu'en corrigeant ça ou en pointant ça, on peut améliorer, pareil, sans médicaments. Donc on va revoir après les agendas de sommeil. Donc, enfin tout le monde, non. Cette année, on a beaucoup parlé de Michel Siffre, compte tenu du fait qu'il est décédé en 2024. Et donc c'est lui, mais en même temps qu'un Américain, ce qu'on appelle la synchronicité, qui ont fait une expérience qu'on appelait l'expérience hors du temps. Il est resté 2 mois sous terre et il envoyait des signaux en surface en disant là je viens de me lever, là je mange, je me recouche, je me réveille. Et donc comme ça, en surface, ils ont pu dessiner, on va dire, son rythme, un agenda de sommeil. Et quand il est sorti, c'était totalement décalé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le libre cours. Ce libre cours, chez les personnes malvoyantes, j'en reviens au fait des personnes malvoyantes, ils sont souvent en libre cours et leur sommeil est de mauvaise qualité, un petit peu pour les mêmes raisons. La raison étant qu'il faut synchroniser et resynchroniser son horloge tous les jours. L'horloge biologique, elle dure un petit peu plus de 24 heures, donc tous les jours, il faut resynchroniser. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Les besoins de sommeil, il faut savoir qu'ils se modifient avec l'âge et on est tous en dette de sommeil, quel que soit l'âge. Donc moi, en tant qu'ORL, j'ai énormément de pédiatrie. Il faut savoir que les parents, ils lèvent les petits, il est 6 heures du matin pour les amener ou chez la nourrice parce qu'ils partent travailler très tôt. Ils rentrent le soir, ils ont envie de les voir. Donc un enfant devrait être couché à 20 heures. Mais en fin de compte, à 20 heures, les parents rentrent, ils ont envie d'en profiter. Donc ils donnent à manger, parfois ils donnent le bain. Donc dès tout petit, les enfants sont déjà en dette de sommeil. Et la dette de sommeil, je ne sais pas si on en reparle après, voilà, il y a une relation nette entre la dette de sommeil ou le mauvais sommeil en quantité ou en qualité, on va dire, qui entraîne après qu'il y ait une source d'obésité. Donc cette dette de sommeil, elle est importante et en plus, elle est source après, bien sûr, de somnolence et d'erreur. Donc, pour savoir, parfois, quand on fait un agenda de sommeil ou quand on pose des questions aux patients, il va nous dire non, non, moi je dors bien, je dors 8 heures par nuit, 23 heures, 7 heures, je suis fatigué, mais je dors suffisamment, je dors 8 heures. Déjà, c'est très bien. Qui dort plus de 8 heures? Ah, c'est bien. Vous êtes pas mal. Oui, toi, je sais. Non, non, mais c'est bien. Et qui dort moins de 7 heures? Chance. Mais parce que vous voulez ou parce que Parce que je me vous êtes réveille. obligé? Ah, moi, je dors bien, mais j'ai fini. Quand j'ai fini, je me réveille. Bon, quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas quelle est votre quantité de sommeil et si vous savez pas si vous êtes dans le bon rythme, parce que l'autre cause de somnolence, on en parlait tout à l'heure, on met le réveil à 7 heures, mais en réalité, votre rythme, ça serait plutôt de vous coucher à 1 heure du matin, de vous réveiller à 8 heures ou 8h30. Je ne parle pas des adolescents qui font n'importe quoi. Je parle de la personne classique qui respecte son sommeil, mais qui est obligée, de par son travail ou de l'éloignement. En région parisienne, j'ai quand même des patients, moi, qui font 3 heures de trajet par jour pour aller travailler, qui n'ont pas le choix quand même, hein. 3 heures, c'est énorme, c'est le maximum que j'ai, mais je l'ai. J'ai un patient qui fait ça. Donc automatiquement, bah, c'est le sommeil qui en pâtit s'il veut passer un tout petit peu de temps en famille. Donc, ce que je conseille aux patients qui ne savent pas exactement quels sont leurs besoins de sommeil. Je leur fais faire des agendas de sommeil en période de vacances. Je leur dis, vous sortez pas spécialement le soir et vous mettez pas de réveil le matin. Et au bout de quelques jours, en fin de compte, vous allez voir si votre coucher naturel, c'est toujours 23 heures ou c'est plutôt 21 heures, parce qu'à 21 heures, vous êtes fatigué. Et qu'en fin de compte, votre réveil, c'est pas 7 heures du matin, mais c'est 9 heures. Et si votre besoin de sommeil, alors que vous êtes super content de faire 7h30 tout le temps, votre besoin de sommeil est à 9 heures. Donc 9 heures, il a 1h30 de dette de sommeil classique. Et donc ça, c'est un bon moyen de voir s'ils sont en dette de sommeil ou pas, parce que quand on dort 8 heures, on se dit non, mais je dors bien, je dors 8 heures, c'est largement suffisant. Mais il y a des gens qui ont besoin de 9 heures, voire 10 heures. Donc, ils seront fatigués. Donc déjà, voilà, pour voir ses besoins et le rythme qu'on a, ça, c'est important. L'autre consigne importante, c'est que le week-end, il ne faut pas décaler de plus de 2 heures.
parce que surtout le dimanche, si on se lève plutôt à 11h midi et qu'on se recouche pour faire la sieste, donc ça c'est un peu les ados quand on arrive à les lever à 11h, c'est sûr que le dimanche soir, ils n'ont pas envie d'aller se coucher, ils ont tout décalé. Et bon, on a reparlé des ados, mais c'est vrai qu'il y a un grand décalage qui dure jusqu'au jeudi matin quasiment. L'autre erreur qu'on pense, c'est on se dit, les patients, ils arrivent en disant: «Mais je suis super sérieux, je me couche tous les soirs à la même heure». C'est pas l'heure de coucher régulière qui est importante. Ça va? Ah, on se dépêche? OK, on se dépêche. Alors, heu, c'est pas 17h30? Alors, on se dépêche. En gros, alors, faut vous lever à heure fixe, c'est ça qui est important. Voilà, allez, vas-y. Ah ben, on a fini, hein? Voilà. Bah, vas-y, vas-y. Tu veux que je lise vite? Alors, Non, 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 tu expliques bien. bon, vous avez compris que c'est l'heure de coucher, l'heure de lever qui Alors, sera je fais- importante et qui fera un rétrocontrôle. je Voilà. fais les premières parce que j'ai parlé de café, donc vous aurez compris qu'il faut éviter le café tardivement le soir, donc tous les excitants le soir, éviter la caféine, éviter le Coca-Cola, éviter le chocolat noir parce que ça peut contenir de la caféine. La nicotine aussi est déconseillée le soir parce que c'est un excitant. Et l'alcool, c'est un faux ami du sommeil parce que ça provoque un endormissement peut-être plus rapide, mais après le sommeil est plus fragmenté, on ronfle plus et on fait plus d'apnée de sommeil. Concernant les aliments, prendre un dîner léger, pas d'aliments gras, privilégier le sucre lent. Un petit quelque chose de sucré avant de se coucher peut favoriser le sommeil. Éviter les protéines si vous pouvez. Et il faut manger suffisamment pour ne pas se réveiller parce qu'on a faim. Essayez de ne pas résister à la fatigue le soir, hein, parce qu'on a pas mal de patients qui ils veulent arriver à la fin de la série, mais vous savez, le train de sommeil passe toutes les heures et demie. Donc, si vous faites fermer les portes de sommeil qui se sont ouvertes, après, pendant 1 heure, peut-être vous n'arriverez pas à vous endormir. Donc, si vous êtes insomniaque, notamment, si vous êtes en train de regarder un film assis sur le canapé et vous avez un petit coup de barre, bah, là, il faut s'écouter, il faut aller directement au lit parce que moi, j'ai trop de patients qui me disent, mais moi, attendez, j'ai le coup de barre, après j'arrive à la fin de la série, après je me démaquille, après j'arrange le linge, après je vérifie que tout est fermé, après je vais me coucher. Une fois qu'on a fait tout ça, le train de sommeil est passé, on se couche, on regarde le plafond et on pense d'être insomniaque. Donc, il faut savoir s'écouter et aller se coucher au bon moment et ne pas lutter contre le sommeil le soir et être prêt pour aller se coucher. Le sport? Donc le sport, on l'avait vu. Alors éviter la surchauffe, il faut baisser la température corporelle. C'est aussi pour ça que dans les chambres, on dit qu'il faut mettre du 19 degrés. C'est aussi pour ça que quand il fait très très chaud, 40 degrés, on a du mal à s'endormir. Donc la douche et puis le gant de toilette au niveau du rachis cervical. Quand on se lève, on laisse le lit ouvert. Voilà. Et puis, on parlera pas de l'équipe. Dormir dans le noir, donc ça, c'est toujours comment on appelle ça? La bataille conjugale. Je veux les volets ouverts et je veux les volets fermés. Idéalement, c'est mieux fermé pour la mélatonine. Le lit, c'est réservé au sommeil et à l'intimité du couple. Les activités de couple qui sont même sportives libèrent des endorphines qui favorisent l'endormissement. Donc, ce n'est pas déconseillé avant de dormir. Voilà. Et donc, évidemment, il faut privilégier des moments de calme et de détente avant d'aller au lit. Donc, ne pas avoir des activités excitantes, pas de sport, sauf si vraiment vous êtes obligé. Si vous êtes insomniaque, vous pouvez faire des exercices de relaxation. La sophrologie peut trouver sa place. Et pour les femmes, ça, je pense que c'est toi Oui, c'est moi. qui l'as ajouté. Se réserver un moment de détente et de rupture, c'est un peu sexiste, non? Et Non, de rupture c'est par rapport aux tâches c'est- ménagères. Il y a les hommes qui font ça Ouais, aussi alors il y a maintenant. certains hommes, mais c'est quand même classiquement les femmes qui consultent pour insomnie, c'est quand même souvent ça. Elles enchaînent la journée de travail, la gestion des enfants, des repas, la préparation du lendemain, et elles me disent, j'arrive pas à m'endormir quand je me couche alors que je suis D'accord. épuisée parce qu'il n'y a pas eu cette rupture. Et comme je suis pas sexiste, les hommes qui font Plaisanter. ça aussi, non, non, mais et je leur dis aussi qu'il faut absolument faire une rupture entre la journée de travail, toute l'excitation et la gestion de tout avant de se mettre au lit et de se dire d'un seul coup, tiens, je comprends pas pourquoi je dors pas. Voilà, c'est juste Oui, ça. on Donc, est il quand faut faire une même. petite soupape.
que Je ça pense soit. qu'on est quand même dans une société de l'hyperconnexion et hyperconnectée. Donc, il faut savoir se réserver un temps de déconnexion pour ne pas être stressé et aller au lit calme. Voilà, c'est ça. Et donc, s'aménager du temps. On a fini. Bravo. Je pensais donner la priorité là aux questions sur le. Oui, 2 minutes après, on vous donne. Il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat, hein. Alors, je vais les reprendre, mais on a peut-être, Nathalie et Alice ont peut-être déjà répondu. Alors, comment se Super bien. forcer, entre guillemets, à faire la sieste si on n'a pas sommeil un instant, alors que l'on sait pertinemment que la somnolence arrivera dans le cours de l'après-midi? Personnellement, j'ai déjà essayé de faire la sieste, mais soit le sommeil vient, soit il ne vient pas, et la somnolence, je ne la contrôle pas. C'est la même question. Je t'ai lu la question, oui. Donc, la question est comment on fait en sieste quand on n'a pas sommeil? Mais Ben, qu'on on sait a- qu'après, on va somnoler et que du coup, on va le payer Bah, toute moi, je l'après-midi. dirais qu'il faut juste se connaître, hein. Donc, savoir à quel moment on a sommeil, essayer de faire des agendas et étudier quel est le moment propice pour faire la sieste et faire une sieste programmée au moment où on sait on a sommeil. Mais c'est sûr que si on se force à dormir quand on n'a pas sommeil, on ne dormira pas et on va créer une anxiété autour du sommeil qui n'est Voilà. pas propice. L'alternative, c'est juste dans ces cas de fermer les yeux et de penser à autre chose et on passe en stade 1, on libère de l'adénosine et on ne se force pas à dormir. Avec les clés. On n'est pas Voilà. obligé, hein. On n'est On pas peut. obligé de dormir, Parfait. juste on ferme les yeux, On on se peut. détend. Attends, on va Je vous réfléchir. remercie. Je Ah, complète tu as juste. Oui, ajouté. non, c'est juste, effectivement, je veux dire, ce que tu disais tout à l'heure, Alice, c'est de savoir s'écouter et pas tomber dans ce qu'on appelle l'orthosomnie, hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Oui. mais on peut tomber, et surtout avec effectivement toutes les consignes, hein, qui sont véhiculées sur le sommeil ou sur la somnolence, je veux dire, à vouloir avoir un sommeil parfait. Mais Hein, là, la c'est-à-dire que- question qui a été posée, c'est clairement de quelqu'un qui est stressé par rapport à son sommeil. Il y a quelqu'un qui est Oui. dans l'anticipation. Je ne veux pas être somnolente, donc je n'ai pas sommeil et je fais la sieste. Voilà, hein, donc Non, il faut savoir s'il y a des s'écouter. moments où on sait que tous les jours, à 15 heures de l'après-midi, on a sommeil. Bah, on élimine le dessert, on élimine tout ce qu'on peut. Et après, peut-être la réunion. Oui, mais on peut éliminer le patient de 15 heures et faire une sieste de 20 minutes à la place qu'avoir le patient de 15 heures. Oui, oui. Comme ça, après, on redémarre en toute vitesse, Ouais, c'est ça. vigilance. On peut imaginer qu'il y a des obligations professionnelles Oui, qui quand il y font a des que, obligations professionnelles. Mais voilà. après, je pense que c'est quelque chose dont aujourd'hui on peut parler de plus en plus et demander effectivement certains petits aménagements. 20 minutes de sieste, c'est pas non plus. Ok. Tout à fait. Quel conseil en cas de somnolence postprandiale intense et répétée? Tu as un petit Bah, peu répondu là, oui, déjà. oui, je crois Ok. que j'ai un petit peu Mais après, répondu. il faut l'accepter, c'est la période où il y a le creux de vigilance du rythme circadien. Et donc, ça veut dire qu'il faut essayer d'aménager aussi ce petit temps en se disant, je sais que là, je suis somnolent. Et si c'est vraiment que le circadien, qu'on mange à 10 heures, midi, 14 heures ou qu'on ne mange pas, on aura ce creux de somnolence. C'est sûr que le cassoulet 4 verres de vin, on va être beaucoup plus somnolent. Ou les sucres aussi, on va être plus somnolent. Mais dans ces cas-là, si on l'a toujours, il faut aménager ce temps. Ça fait partie de la physiologie et parfois, c'est pareil, il faut se connaître, il faut l'accepter, il faut aménager si on peut. De plus en plus dans les sociétés, ils aménagent des espaces de sieste parce qu'ils ont compris que c'était plus bénéfique que les gens dorment un quart d'heure plutôt que de prendre 4 cafés après le repas, quoi. Alors, maintenant, question d'un petit bec sucré. Peut-on remplacer le dessert par un fruit? Bonne question. Ça dépend du fruit. Les fruits sont sucrés aussi. C'est sûr qu'il y a probablement moins de sucre dans un fruit que dans un bar chocolaté. Les fruits, en général, ils font du bien. Peut-être essayer de prendre des fruits. Il faudrait regarder Les fruits l'apport. rouges. Oui, les fruits rouges, peut-être. Alors, il y Je a ne des connais pas fruits. l'apport calorique de chaque, C'est de l'index chaque fruit. glycémique. En gros, il faut prendre des choses avec des index glycémiques bas. Donc, tout ce qui est fruits rouges, les baies. Et si c'est pris tout de suite au moment du repas, ça ne monte pas la glycémie. Ce qui fait somnoler, c'est la montée de glycémie importante. Je une bête là-dedans. Donc, éviter les sucres rapides. Hein. Donc, les pâtisseries, par contre, là, c'est libération de sucre rapide et montée de la glycémie rapide. Et par contre, tout ce qui va être libération plus index glycémique lent, ça, c'est autorisé au moment du repas. Ok. Alors, attends, une dernière pour moi. Alors, un petit peu différente. J'aimerais savoir pour un patient ayant des troubles dépressifs unipolaires, alors, il n'est donc pas préconisé des séances de luminothérapie, point d'interrogation. Bah oui, On va- pourquoi pas. On laisse répondre nos collègues, peut-être.
Donc, la luminothérapie, c'est un traitement de première ligne de tous les troubles de l'humeur. Il faut juste bien le prescrire. Alors, ce n'est pas sur ordonnance, puisqu'on peut l'acheter sans ordonnance. Mais en revanche, il faut que les règles de prescription soient quand même dites par un psychiatre, parce qu'il y a des risques sous l'immunothérapie. C'est un traitement éveillant. Donc, on va faire des phases d'excitation ou faire de l'insomnie. Donc, oui, donc c'est un traitement, mais à surveiller par le médecin. Merci. Alors, ce sera ma dernière peut-être. Autre question qui n'est plus dans le cadre de mon travail. Pourquoi avoir parfois des difficultés d'endormissement après une journée très épuisante, se sentir fatigué, être prêt à aller se coucher et ne pas s'endormir? Et c'est ce qu'on a dit. Solution non médicamenteuse à Non, c'est proposer. Bon, voilà. il faut faire la soupape de décompression. Ça marche. C'est vraiment ça. La soupape dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, Merci. voilà, autrement, bah, écoutez, vous aviez une question peut-être, allez-y. Oui, hein, oui, tout est possible. tout est possible. Tout Est-ce est qu'il y a possible. d'autres questions? Donc, je suis infirmière en lycée professionnel et ils savent que je m'intéresse beaucoup au sommeil et au cerveau. En tout cas, c'est extraordinaire l'intérêt que portent les ados quand on leur parle de ce qui se passe dans leur cerveau, quand on échange autour de ça. Même ceux qui détestent les sciences nat, ça marche super, super bien parce que c'est énigmatique ce qui se passe dans la tête et ça les intéresse vraiment. Et merci à Morphée parce que j'utilise maintenant beaucoup, beaucoup l'auto-questionnaire. C'est aussi un super moyen de travailler avec les parents. C'est un super moyen d'aborder les addictions sans en parler. Et alors, la question, elle est très concrète parce que je ne sais pas quoi répondre. Beaucoup se couchent à 1h ou 2h du matin. Ils me disent, je me couche un peu tard. Je dis, mais là, c'est pas tard, c'est ou 2h ou 3h du matin. Et pas un soir, c'est beaucoup de soirs, dont des élèves qui travaillent dans le bâtiment, donc c'est pas évident. Et du coup, quand ils arrivent chez eux, quand ils ont un chez eux d'ailleurs, c'est pas toujours le cas, un vrai chez eux, calme, ils s'endorment. Donc, donc, sans être dans le jugement, ça va de soi, quels conseils on peut leur donner très concrets sur cet aspect-là? Bon, alors déjà, et puis après, j'entame et puis vous compléterez. Je veux dire que les adolescents, déjà même préadolescents, adolescents, ont ce qu'on appelle un retard de phase du sommeil physiologique. C'est-à-dire c'est une période de la vie où le sommeil est en cours de maturation, le cerveau est en cours de maturation, l'horloge est fragile et effectivement, ils sont très, très facilement couche tard, lève tard. Et si on leur dit d'aller se coucher tôt, va donc te coucher, eh bien, ils vont être dans leur lit à ne rien faire, ou alors avec les smartphones, etc. Et ça ne marche pas. Et ça, c'est quelque chose déjà qui est physiologique. Alors après, c'est sûr que c'est accentué par justement les activités qu'ils font le soir. Je veux dire, le fait, par exemple, qu'ils chattent très très tard, voire même la nuit quand ils entendent un message et ils se réveillent pour le regarder, etc. Donc là, il y a un côté éducatif. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être dans le jugement, vous avez tout à fait raison, parce que déjà au départ, ça les déconcerte beaucoup d'aller se coucher et de ne pas arriver à s'endormir. Et par rapport au lever tard aussi, puisque je couche tard, il faudrait qu'ils se lèvent un peu plus tard pour bien faire. La période où c'est la plus difficile, c'est quand il y a le changement du collège au lycée, où on leur avance encore d'une heure l'heure à laquelle ils vont aller dans l'établissement scolaire. Et les expérimentations qui ont été faites de repousser l'heure de rentrée au collège ou au lycée, enfin en tout cas sur cette tranche d'âge, ont montré que sur le plan cognitif, les jeunes allaient mieux. Avec le proviseur, on a changé une demi-heure l'horaire d'arrivée. On a des élèves aussi qui, des fois, viennent de loin. C'est un lycée avec des... Alors, en plus, il y a les trajets. Eh bien, le taux d'absentéisme, le retard, beaucoup moins de retard le matin, mais l'absentéisme aussi. Maintenant, on l'a calculé sur 3 ans de recul, a nettement baissé. Bravo. Mais je n'avais pas répondu à ma question. Écoutez, quand ils couchent à 17 heures, du coup, ils s'endorment comme une masse. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour qu'ils puissent... Il ne faudrait pas qu'ils se couchent à 17 heures. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui ne se couchent pas, ils prennent des boissons éveillantes. Et c'est pire parce que du coup, ils prennent des excitants et ça décale aussi l'endormissement. Et en plus, ils ont pris des choses.
Ça, c'est le Par problème. contre, c'est un Ouais. super argument dans le travail avec les parents de dire mais c'est normal qu'il a envie de se coucher plus tard. C'est pas seulement parce qu'il a envie de prendre de la distance par rapport aux parents et aux adultes, comme n'importe quel ado qui a envie de vivre sa vie. Mais c'est aussi qu'il y a une glande dans le cerveau, la glande pénale. Enfin, je fais mon petit Ouais. discours et ça marche super bien Ouais. parce que ça permet de pouvoir en parler à la maison sur ce qui se passe dans son Julia, tu cerveau. veux compléter sur l'aspect médical? Et peut-être effectivement Alors, sur la comme tu disais, Agnès, tout est décalé. Il n'y a pas que la mélatonine qui est décalée. Il y a le cycle de température, le cortisol, en fait, notre horloge biologique, tout est décalé. Et donc, exactement. Donc ça, c'est très physiologique chez les ados. Et il y a des mesures comportementales qui sont dites chronobiologiques classiques que vous pouvez mettre en place avec les adolescents. Déjà, l'exposition à la lumière dès le matin pour réveiller. Ça, c'est hyper important. Et en revanche, le soir, une réduction de l'exposition à la lumière du jour. Alors, soit ça se fait en baissant toutes les lumières à la maison, ça peut être des lunettes de soleil qui sont grises, qui laissent moins passer la lumière. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les blue blocking glasses, qui sont oranges et qui interrompent encore plus la lumière. Voilà, donc c'est des petites mesures comme ça. S'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder les écrans où il y a de la lumière bleue, mais même polychromatique, qui joue sur toutes les cellules de la rétine, au moins que l'écran soit loin, le moins proche, bien sûr, du sommeil. Enfin, il y a plein de mesures comportementales que vous pouvez mettre en place. Et si c'est impossible pour eux au tout début, parce qu'ils sont vraiment en retard de ne pas se coucher, il faut que le temps qu'ils arrivent à avoir un petit rythme amélioré, peut-être qu'ils ne rentrent pas tout de suite chez eux ou qu'ils restent, qu'ils ouvrent la fenêtre, qu'ils prennent l'air, etc., pour ne pas s'endormir. Il faut éviter de se mettre dans une position, en tout cas allongée ou dans un fauteuil. Voilà. Donc, il y a plein de mesures comportementales, peut-être qui sont déjà sur le réseau, etc. Mais il y a plein de choses à faire. oui. Et puis, voir un médecin du sommeil, tout à Des fait. petites astuces, c'est de la Et maîtrise voilà, à un moment donné. ouais. Donc voilà, et puis comme vous le disiez, effectivement, le questionnaire du sommeil qui est ancien pour les adultes hein, sur le site du réseau, il y a maintenant le questionnaire pour les adolescents. Ouais, et c'est vrai que, comme vous dites, c'est un questionnaire où ils ont une forme d'autonomie. En fait, ils peuvent dire des choses qu'ils ne diraient pas si c'était les parents qui les amenaient en consultation. Généralement, ils tiennent très bout d'heure. C'est vrai. Voilà. Bon, d'autres questions? Allez, hein, pour les dernières minutes là, parce qu'après, il faut conclure. Surtout qu'on nous a pressé de finir. Donc, ce serait bien que vous ayez des questions quand même. Hein. Moi, j'aime bien plaisanter. Hein, je suis pas Non, mais il y en a déjà eu pas mal, en tout cas, voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci. Voilà, moi, j'ai que ça à dire. Merci à tous, toutes d'être là, d'avoir posé les questions. Aux intervenants, merci beaucoup pour je veux dire, la diversité de leur de travail. En fait, on a vraiment, je veux dire, on sait comment mieux faire au quotidien. On s'est cultivé. Et puis, on va essayer le cannabis. on va voir, en tout cas, quel regard on pose sur le cannabis. Hein, et puis, on sait que la somnolence, hein, je veux dire, c'est aussi quelque chose, là je plaisante un petit peu, mais je veux dire, la somnolence, hein, c'est un vrai indicateur, c'est quelque chose qu'il faut aussi, bien sûr, prendre au sérieux, et il faut avoir recours à des professionnels hein, de santé, des professionnels du sommeil hein, qui connaissent bien ces relations entre somnolence, troubles du sommeil et santé mentale. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.